Oui, donc on m'a demandé de parler de politique et de justice. Donc je vais parler effectivement du mur des cons, je vais même parler des cons eux-mêmes. Ce que je voulais dire, politique et justice, en réalité, la politique en matière de justice, elle est nulle part. Et malheureusement, en même temps, elle est partout. Et ce que je vais vous dire là, on n'a pas, j'en tire aucune vanité particulière, ça va plutôt être une série de témoignages, mais on n'a pas, l'occasion tellement de le dire dans les débats télévisés où ça ronronne un peu. J'ai entendu tout à l'heure l'excellente magistrate parler, et je ne sais pas s'il est encore dans la salle, je ne veux surtout pas profiter de son absence pour aller devant. Et ben voilà. Voilà, alors donc c'est très bien, pardon. Parce qu'il y avait beaucoup, d'abord il y avait beaucoup de courage, il y avait beaucoup de sincérité, mais il y avait, me semble-t-il, aussi un rien de fatalité, un rien de fatalisme. C'est la faute à la loi. La prison, quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. Et c'est cette manière de penser, madame, que je pointe. C'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, j'ai maintenant un peu de recul. J'ai connu la vraie politique en matière judiciaire. Je suis né dans un cabinet d'intervention. C'est un cabinet de droite, donc je ne suis pas là pour faire le procès de la gauche. Et donc, les interventions, ça existait. Et souvent, lorsqu'on était encarté, on se portait mal ou on se portait bien. Maintenant, la justice est un peu plus atomisée. Et par conséquent, ce que je pointe, moi, maintenant, depuis une trentaine d'années, ça n'est pas la politique au sens étroit du terme, au sens politicien du terme, c'est, et malheureusement, on n'en parle pas suffisamment, c'est l'idéologie. L'idéologie. Et cette idéologie-là, elle atteint tout le monde. Elle ne vise pas, et mon propos ne vise certainement pas que les magistrats. Elle vise aussi, bien entendu, le législateur. Vous incriminiez, madame, la loi, et vous aviez raison de le faire, mais la loi, elle ne tombe pas du ciel ou du mont Tabor. Elle a été fabriquée, empilée par une génération de politiciens qui sont autant les victimes de cette idéologie-là que les magistrats et les avocats. Par conséquent, ne pas comprendre cette idéologie, qui est souvent d'ailleurs inconsciente, c'est se condamner à empiler de nouvelles lois et se condamner à continuer K1, KA, cette politique du chien crevé au fil de l'eau, qui est aussi une politique judiciaire. Alors cette politique, cette idéologie, elle est, tout le monde la connaît, elle est insidieuse, elle est sommaire, elle est inconsciente, souvent je l'ai dit, elle a 30-40 ans. On peut dire qu'elle a commencé en 1968, et puis elle s'est poursuivie. Si on veut un peu la résumer de manière lapidaire, mais je suis condamné à être un petit peu schématique aujourd'hui, si on veut la résumer de manière lapidaire, il y a d'un côté cette sorte de sollicitude par rapport à la radicalité, par rapport à la violence, et symétriquement, cette sorte d'occultation, d'oubli par rapport à la victime. Je schématise, mais ce schéma, personne ne pourra me persuader qu'il n'existe pas bien ancré dans la tête des gens, en ce compris les magistrats qu'il m'arrive de côtoyer, et bien évidemment, lorsque je dis les magistrats, j'exagère, j'extrapole, je parle de magistrats ou des magistrats, mais vous verrez que je rentrerai quand même dans le vif du sujet tout à l'heure, sans rester dans la généralité abusive. Alors, je voudrais commencer par la fin parce que j'ai peur d'oublier et
l'ancienne présidente du tribunal de Créteil nous disait tout à l'heure, et elle n'avait pas tort, et elle n'avait pas tort, elle nous disait, le juge d'application des peines, il a des obligations légales, que voulez-vous, c'est la faute à la loi. C'est vrai, mais c'est faux, madame. Permettez-moi un témoignage, un seul témoignage, c'est le témoignage le plus récent. Et ce que je vais vous dire là, ce sera, et ce n'est pas peut-être la plus mauvaise manière de procéder, ce sera une succession de témoignages. Moi, je suis l'avocat dans la fameuse affaire où la pauvre petite s'est fait écraser en Israël et où les deux malfrats ont quitté Israël pour arriver en France. Bien. Récemment, les malfrats en question, qui ne sont pas des perdreaux de l'année, n'ont pas été incarcérés. On pouvait parfaitement les incarcérer. Ils n'ont pas été incarcérés. Elle a été tuée, elle a été écrasée sur un passage clouté, il roulait trop vite. Tous les ingrédients de l'homicide involontaire par imprudence sans respecter les obligations légales y sont, y compris le fait d'avoir fui le lieu du drame, d'avoir fui le pays, de n'avoir même pas prêté, non pas aide, assistante, mais même un regard sur la victime. Ils n'ont pas été incarcérés, ces gens-là. Et dans l'infinie clémence du magistrat instructeur, qui est loin d'être un mauvais homme, il n'avait qu'une astreinte à payer une caution. Ils n'ont pas payé la caution. Ils n'ont pas payé la caution. Eh bien, en dépit de cela, le juge d'application des peines, qui n'avait aucune obligation de se conformer à quoi que ce soit, le juge d'application des peines a cru devoir les laisser en liberté. Et donc, j'ai dû aller devant la chambre de l'instruction pour qu'il en soit autrement. Et puis finalement, ils ont payé. Tout ça pour dire, et je ne veux pas qu'on se méprenne, je ne veux pas du tout ni le procès de ce que vous avez dit, ni le procès de la justice générale, c'est simplement pour rectifier les choses. Non, ça n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas uniquement par une sorte d'obligation que la loi ferait que les juges d'application des peines s'y prennent comme cela. Ils s'y prennent comme cela parce qu'ils ont été, comme nous tous, décérébrés véritablement de manière insidieuse pendant 30 ans en leur disant il faut à tout prix éviter la prison. Or, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, et c'est un avocat qui vous parle et qui n'aime pas beaucoup voir ses clients en prison. Je peux vous le dire que quand les gens que j'ai vus en prison, que j'allais voir en prison, ils ont ensuite absolument tout fait pour ne plus y retourner. C'est un témoignage de 30 ans. C'est donc pour moi, j'ai entendu d'autres solutions qui ont été émises ici ou là, elles ne semblent pas avoir spécialement emporté l'unanimité de cette salle. La prison est quand même encore et maintenant le pire des systèmes, pour parler de manière churchillienne, à l'exception de toutes les autres. À partir de là, messieurs, mesdames, où que j'ai tourné mon regard depuis que je fais l'avocat, que j'exerce ce métier, eh bien, je peux vous dire que la politique était nulle part, mais qu'elle était partout. Je suis, premier témoignage, je suis avocat, je fais ce métier. Et moi, parmi mes spécialités, c'est le droit pénal financier et le droit de la presse. Bien, je peux vous dire qu'en ce qui concerne le droit pénal financier, les nullités de procédure qui marchent beaucoup plus dans d'autres domaines du droit, par exemple le droit des étrangers, ne marchent plus jamais en matière de droit pénal financier. Il faudra m'expliquer pourquoi et comment. Je peux vous dire aussi, en étant un tout petit peu plus polémique, mais je me permets de le dire ici parce que je n'ai pas la réputation de me cacher derrière mon petit doigt. En droit de la presse, par exemple, l'histoire se passe devant la 17e chambre correctionnelle. J'en fais beaucoup du droit de la presse et depuis de très nombreuses années. Donc l'histoire que je vais vous raconter, nous n'allons pas la dater pour ne pas compromettre les protagonistes de cette historiette.
Je suis un jour invité au pot de la presse de la 17e. Je vois le président, que nous ne nommerons pas. Je suis invité au pot de la presse de la 17e, où magistrats et avocats se rencontrent une fois l'an, peu de temps après avoir fêté l'an 9, pour festoyer ensemble. C'est en général un moment agréable de se rencontrer. Et je rencontre, encore une fois, à un moment que nous ne daterons pas, le président, un homme charmant qui vient vers moi. Et en dépit de ma modestie pathologique, je dois vous indiquer qu'il me félicite pour une plaidoirie que je venais de prononcer il y a quelque temps. Bien, je suis assez satisfait, je préfère qu'on me félicite plutôt qu'on m'engueule. Et il me dit, mais avouez, Maître Goldnadel, que vous avez des clients irritants. Et j'ai réfléchi un peu, et le client irritant, effectivement, c'était un député de droite. Voilà. C'est comme ça la vie, telle que je l'exerce. Alors, bien entendu, ça n'est qu'un témoignage. J'ai la faiblesse de penser que vous y croirez, mais ma vie d'avocat, c'est une succession de choses comme cela. Et qu'il me soit permis de vous dire également que l'avocat qui vous parle est un avocat très malheureux intellectuellement. Ça ne se voit peut-être pas, mais je vous assure que c'est ainsi, et notamment est-ce qualité d'avocat. C'est-à-dire que il faut vous dire que je ressens, moi, l'exercice de ce métier parmi mes pairs comme quelque chose d'extrêmement difficile. Et je vais vous expliquer pourquoi, et vous comprendrez pour quelle raison je ne crie certainement pas haro sur les magistrats. Cette idéologie que je pointe, elle sévit à peu près de la même manière chez les avocats. Et pas forcément chez les avocats de gauche. C'est une idéologie transcourant, celle que je viens de vous décrire. Et elle a atteint ma profession depuis à peu près la même période de temps. Avant celle-là, et ça n'était pas, je pense, qu'une formule, on disait que l'avocat était le défenseur, vous vous en souvenez, de la veuve et de l'orphelin. Ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai. Toute une génération d'avocats qui est passée justement pendant que les magistrats allaient devant l'École nationale de la magistrature, toute une génération d'avocats qui est passée aussi dans les stages de formation d'avocats ou par la conférence du stage, ont été d'une certaine manière un peu gentiment, softement décérébrés. On leur a expliqué, et les malheureux l'ont cru, qu'un avocat était le défenseur du délinquant. Et c'est un moyen très ludique pour les conférenciers du stage que de se faire les dents en défendant gratuitement les délinquants, y compris des délinquants extrêmement dangereux, et en tentant, dans le cadre d'une satisfaction narcissique indéniable, d'obtenir des nullités de procédure. Je me souviens parfaitement, et je le lui ai rappelé amicalement, je me souviens parfaitement d'un débat à apostrophe à l'époque, je ne devais pas être encore avocat. Et il y avait d'un côté Johannes Ambre, ce grand avocat lyonnais, aujourd'hui disparu, et de l'autre côté, il y avait Thierry Lévy. Et Thierry Lévy, c'est quelqu'un, je vous dis franchement, ce n'est pas une précaution oratoire, c'est un esprit libre en ce qui le concerne, et pourtant l'idéologie que je pointe est justement pernicieuse parce qu'elle entraîne une dépendance d'esprit contraire à l'indépendance de la justice, mais cet homme-là est un homme libre. Mais malgré tout, en tous les cas dans ces années-là, eh bien, il a dit à Ambre, qui a d'ailleurs été un peu décontenancé, je crois que les choses ont fait des progrès depuis, il a dit à Ambre, il ne faut jamais qu'un avocat, et je me tourne vers mon ami Stéphane Maître, il ne faut jamais qu'un avocat soit partie civile. Voilà l'idéologie que l'on véhiculait dans les années 70. Et cette idéologie-là, elle a fait des dégâts que l'on ne mesure même pas.
Dans les années 70, Dieu merci, les choses quand même changent et sont en train de changer. Dans ces années-là, eh bien, c'est ce que voulait dire Lévy, dont la victime ne devait pas être défendue, ou plus exactement, l'avocat était dans une sorte de déchéance professionnelle, intellectuelle et morale lorsqu'il défendait les victimes. Voilà, donc, et encore aujourd'hui, l'Ordre des avocats de Paris, lorsqu'il prend position de manière réflexe, y compris d'ailleurs des avocats de droite, épouse toujours, sans y penser vraiment, cette manière de procéder, pour être tout à fait direct, en matière de garde à vue, par exemple. Eh bien, l'Ordre des avocats a été vent debout en ce qui concerne justement le combat pour obtenir l'avocat dès la première heure de la garde à vue et également maintenant d'obtenir le dossier. Je le comprends parfaitement en matière de droit anglo-saxon, mais la manière dont l'instruction aujourd'hui est encore fichue en France, je peux vous dire que je plains beaucoup les policiers lorsqu'ils auront en face d'eux un avocat qui pourra communiquer avec son client sur la base du dossier. Alors, l'avocat que je suis ne peut qu'en prendre acte, le citoyen n'accepte pas cette vision bancale aujourd'hui et dangereuse de la procédure pénale. Et je peux vous le dire, ça me rend d'autant plus malheureux que ne croyez pas un seul instant que celui qui vous parle rend des points à la police lorsqu'il est, une fois qu'il a choisi, bien entendu, sa cause, dans un cadre conflictuel avec la police. Malheureusement, j'ai souvent remarqué que ces prétendus rebelles qui adorent, encore une fois, épouser une politique pénale peu rigoureuse, lorsqu'il s'agit de se colter contre l'administration ou contre des magistrats particulièrement répressifs, ne sont pas les plus pugnaces. J'ai moi été, je le dis devant M. Bilger, souvent moi j'étais horrifié sur la manière dont les cours d'appel, dont les chambres d'accusation, sans aucun esprit critique, acceptaient les décisions des juges d'instruction sans même les regarder. C'était des chambres d'enregistrement, mais comme j'aurais aimé que dans ce cadre du combat quotidien pour l'innocence de certaines personnes, comme j'aurais aimé que l'ordre des avocats, justement, se rebelle. J'aurais été prêt même le premier à faire une grève devant, lorsqu'elles exagéraient vraiment, devant les chambres, à l'époque c'était les chambres d'accusation, pour qu'elles cessent d'être ces chambres d'enregistrement. Mais je n'ai jamais vu, dans ce cas-là, l'ordre des avocats de la Cour d'appel de Paris spécialement se rebeller. Voilà pourquoi, de ce point de vue-là, je suis un avocat intellectuellement malheureux. Alors, et je ferai la passerelle entre l'avocature, si j'ose dire, et la presse. J'ai entendu récemment l'avocat de M. Fofana, le dernier avocat, parce qu'il y en a eu beaucoup, à croire qu'on se bat pour le défendre. Je l'ai entendu dire, parce qu'il s'en est pris, Fofana s'en est pris il y a quelque temps à ses gardiens de prison, il les a frappés, donc il a écopé d'une peine supplémentaire, je crois, de 2 ans, ce qui m'inspire une compassion moyenne. Et
mon confrère, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom, comme ça je n'aurais pas besoin de le taire, mon confrère a dit vraiment les longues peines, c'est insupportable. Mais ce confrère-là ne fait que répéter par psittacisme ce que on ne cesse de dire, et j'en viens maintenant à la presse, ce qu'on ne cesse de dire en matière médiatique. Parce que en matière médiatique aussi, la politique est, paraît-il, nulle part, mais elle est partout. Et donc, en cette matière-là, il y a eu, je l'ai déjà écrit, il y a eu une véritable escroquerie en matière d'abolition de la peine de mort. On nous a vendu la peine de mort comme quelque chose de certainement inhumain, mais qui serait remplacé par la véritable prison à vie. Et à peine la peine de mort avait-elle été décapitée, qu'on a commencé à vouloir abolir la prison à vie. Et là, encore une fois, on nous a tout vendu, du désespoir du maton jusqu'à l'inhumanité de la peine à vie, qui était d'une certaine manière encore plus inhumaine que la peine de mort. Et on se trouve maintenant dans une situation assez schizophrénique, pour reprendre l'expression de Madame le magistrat. On se retrouve maintenant dans une situation schizophrénique qui est largement partagée par le tribunal médiatique, où finalement, il n'y a aucune peine de prison qui vaille, puisque la longue peine ne va pas, et puisque la courte peine, dixit la presse et Madame Taubira, ne va pas non plus. Voilà. Je voudrais à ce propos oui, pardon. Je voudrais à ce propos... Oui. Non, mais je n'avais pas encore commencé à parler. C'est agréable. Écoutez, quelques petites touches surréalistes, ce qui va bien avec les exemples médiatiques que je vais prendre. Pour vous montrer un petit peu l'idéologie, pour autant que ce soit nécessaire, mais pour vous le rappeler, et puis on s'en souvient jamais, et puis il faut le noter. Mais moi, j'ai quelques souvenirs comme ça pour vous montrer un petit peu la manière dont l'idéologie est véhiculée entre la justice et les médias. J'ai vécu en même temps, le même jour, je crois, oui, l'Angola Gate et l'affaire Battisti. J'étais l'un des avocats, des protagonistes principaux de l'Angola Gate. Et il se trouve que la personne que je défendais n'avait pas l'heure de plaire à la presse. C'était un milliardaire russe, il avait tout pour de plaire, mais il se trouve qu'il a été relaxé de l'incrimination de trafic d'armes et de trafic de décoration. Et le même jour, la Chambre de l'instruction a décidé de mettre en liberté Battisti. Battisti, vous vous souvenez que c'était le terroriste italien. Je ne suis pas en train de vous dire que celui que je défendais devait inspirer dans les colonnes médiatiques la sympathie la plus exceptionnelle. Ce n'est pas le propos, il était relaxé, comme ça. J'ai vu, et j'ai beau savoir beaucoup de choses, mais je suis content de temps en temps de m'étonner encore. J'ai vu la journaliste de Libération, lorsqu'elle a accueilli la nouvelle des relax intervenus dans cette affaire, littéralement s'effondrer, comme si il s'agissait d'une nouvelle qui l'affectait elle-même, à titre individuel. Et je vous assure que je n'exagère pas, et j'en étais le premier surpris. Je ne lui demandais pas de crier « youpi », mais réellement j'étais étonné. Et au même moment,
d'autres journalistes sont venus avec un sourire épanoui, ravi. On avait décidé de mettre Battisti en liberté. Et j'ai eu le plaisir d'en faire la remarque à mon confrère Haïk, qui était à la fois dans l'Angola Gate et également le défenseur, il lui en fallait bien un, de Battisti. Il m'a dit, mais c'est vrai, tu as raison. Je n'avais pas remarqué. Il y avait là, en face de nous, cette réalité indicible et à la vérité peu compréhensible. Cette manière, encore une fois, cette dichotomie entre une justice que l'on veut voir passer, alors qu'on se dit farouchement opposée à la prison. Parce que cette idéologie-là, je veux le dire à ce moment précis, elle n'est pas seulement délétère, sommaire, insidieuse, mais elle est hypocrite. Mais elle est parfaitement contradictoire. Ces gens qui détestent la prison, la détestent surtout, encore une fois, pour une certaine catégorie de délinquants. Je mets au défi quiconque, de me mettre sous le nez un article de la presse conformiste, parce qu'il s'agit bien entendu de conformisme. Je mets quiconque de me montrer un article qui se plaindrait ou se plaindrait d'avoir vu partir en prison un délinquant d'astuce. Je mets quiconque au défi d'avoir vu plaindre médiatiquement le petit jeune qui avait manifesté à la manif pour tous et qui s'est retrouvé plusieurs fois en prison. Je n'ai vu aucun journaliste de la même presse, qu'il n'est même pas la peine de nommer, je n'en ai vu aucun. Je n'en ai vu aucun. Non, je vois des signes de négation. Je parle, madame, de la presse conformiste. Je n'en ai pas vu un qui se soit étonné de cette décision. Raison pourquoi je constate et j'affirme que cette idéologie-là est conformiste et schizophrène. J'en viens. J'ai encore combien de temps, Monsieur le Président? Vous restez 3 minutes. Ah bah c'est pas beaucoup. Concluez, maître, concluez. Ah bah c'est pas beaucoup, donc je vais aller... Ça ressemble à de la censure. L'idéologie n'est pas loin. Non, alors, plus sérieusement, je voulais parler de la politique de Madame Taubira, qui à la fois, et ça illustre ce que je viens de dire, qui à la fois épouse de manière docile la pente idéologique, médiatique que je viens de décrire, notamment, encore une fois, lorsqu'on voit que sur les mineurs, il y a quelques jours, elle diffère le débat sur la culpabilité du débat sur la peine, parce que, bien entendu, il serait totalement honteux de punir. La notion même de punition, qui est en principe consubstantielle à l'amour paternel par rapport aux jeunes, est totalement effacée. Mais en même temps, cette politique-là est la reine des hypocrites, puisque vous avez bien vu, sans que je puisse évidemment m'étendre, que ce soit, encore une fois, en matière de politique carcérale, je viens de le dire, ou en matière de politique d'indépendance de la justice, on a passé son temps à chanter et à décliner l'ère de l'indépendance de la justice, qui est plus que jamais foulée aux pieds dans les affaires Anticor ou Faletti. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce que je veux dire, c'est que ce mur invisible
ce mur invisible de l'idéologie, par une sorte de miracle, comme il n'en arrive que peut-être tous les 50 ans, est devenu visible par le mur des cons. Enfin, par le mur des cons, ce que je vous dis là, qui peut bien entendu toujours et encore être érigé en doute, est apparu de manière indéniable. Un syndicat de magistrats, bien en cours aujourd'hui, qui est tout proche du pouvoir, a non seulement délibérément épinglé sur son mur syndical des opposants politiques, ce qui n'est déjà pas mal, mais ce qui est encore pire, a épinglé les parents de victimes assassinées. Si moi j'avais dit, une minute avant la découverte du mur, que ces magistrats étaient complices, au moins objectivement, au moins idéologiquement, de la délinquance et avaient une sollicitude particulière pour celle-ci et un mépris particulier pour les victimes, on m'aurait traité de tribun populiste. Ce mur-là, ce mur, si vous voulez, et je terminerai là-dessus, ce mur aujourd'hui visible et qu'il nous faut détruire, et moi je ne suis pas dans la fatalité du tout, ce mur en réalité aujourd'hui, c'est le mur de la séparation entre quelques pseudo-élites d'une dite idéologie qui est en train totalement de se déliter sous nos yeux, Dieu merci, et pratiquement l'ensemble de la population saine de ce pays. Je vous remercie.